Salut. Les images de la caméra à détecteur de mouvement montrent tout ce que j'avais besoin de voir après 7 ans de recherche. 2 petites silhouettes marchant à travers la nature sauvage et dense de l'État de Washington, aux côtés d'une forme sombre et massive qui se déplace avec une grâce fluide et déterminée à travers les sous-bois. Les enfants portent des anoraks rouges identiques, les mêmes que portaient mes fils jumeaux, Marcus et Michael, lorsqu'ils ont disparu ce matin de novembre 2001. Ils marchent calmement à côté de la créature imposante, sans montrer ni peur ni détresse, se déplaçant avec l'assurance tranquille d'enfants qui ont trouvé leur place dans un monde qui ne devrait pas exister. Ce qui suit est le récit authentique de cette journée d'automne et les preuves que j'ai rassemblées depuis, qui démontrent que mes garçons ne se sont pas perdus, n'ont pas été enlevés par un prédateur humain et ne sont pas morts. Ils ont été adoptés par quelque chose que le monde rejette comme relevant de la mythologie, quelque chose que la science refuse de reconnaître, quelque chose qui, je le sais maintenant, avec une certitude absolue, vit dans les étendues sauvages les plus profondes du Pacifique Nord-Ouest. Je m'appelle Richard. Et voici l'histoire de la façon dont j'ai perdu mes fils jumeaux, emportés par la forêt, et comment je suis déterminé à les retrouver. Le 17 novembre 2001 avait commencé comme une parfaite matinée d'automne pour notre séjour de camping annuel dans l'Olympic National Forest. La nature sauvage de Washington s'étendait à l'infini autour de nous, tapissée de feuilles mortes dans des teintes d'or et de pourpre qui craquaient sous nos bottes, alors que nous nous aventurions plus profondément dans un territoire qui semblait ancien et préservé de la civilisation moderne. Marcus et Michael, mes énergiques jumeaux de 7 ans, caracolaient devant nous à travers les broussailles, leur excitation contagieuse tandis qu'ils rivalisaient pour repérer les champignons les plus intéressants, les formations rocheuses les plus étranges, les arbres les plus hauts. Nous faisions ce séjour en camping chaque année depuis que les garçons savaient marcher, une tradition père-fils qui comptait énormément pour nous 3. Ma femme était décédée d'un cancer quand les jumeaux n'avaient que 4 ans, et ces aventures dans la nature étaient devenues notre façon de guérir ensemble, de construire des souvenirs qui honoraient son amour pour les grands espaces, tout en forgeant notre propre chemin en tant que famille. Marcus et Michael étaient inséparables, comme seuls des vrais jumeaux peuvent l'être. Ils ne partageaient pas seulement leurs cheveux bouclés et sombres et leurs yeux verts vifs, mais aussi une connexion quasi surnaturelle qui leur permettait de finir les phrases de l'autre, de savoir quand l'autre était blessé ou effrayé, et de communiquer d'une manière qui semblait transcender la compréhension normale. Leur professeur à l'école remarquait souvent comment les garçons semblaient fonctionner comme une seule entité, pensant et bougeant en parfaite synchronisation. À la maison, quand ils n'exploraient pas les bois derrière chez nous, ils passaient des heures à regarder des documentaires sur la nature, rêvant des créatures qu'ils pourraient rencontrer dans la nature. Leur fascination pour la faune leur avait valu des surnoms assortis auprès de nos amis et de notre famille. Marcus était surnommé Wolf Boy, en raison de son amour pour les canidés, tandis que Michael était Bear Cub, pour sa fascination pour les puissantes créatures qui parcouraient les forêts que nous visitions. Ce matin-là, les 2 garçons portaient de petits sacs à dos, remplis des provisions qu'ils avaient soigneusement choisies pour notre aventure de camping de 3 jours. Marcus avait emporté sa boussole, son livre préféré d'identification de la faune et le petit couteau que je lui avais offert pour son 7e anniversaire. Michael portait des jumelles, un carnet pour dessiner les animaux qu'il espérait voir, et une lampe de poche pour explorer après la tombée de la nuit. Leurs joues étaient empourprées par l'air frais d'automne, leurs yeux brillants de cette joie pure que seuls les enfants possèdent lorsqu'ils sont entourés par les merveilles de la nature. La forêt semblait magique ce jour-là, d'anciens conifères nous surplombant tandis que les arbres à feuilles caduques peignaient le sous-bois de couleurs automnales éclatantes.
Des raies de lumière dorée filtraient à travers la canopée, créant sur le sol forestier des motifs qui semblaient presque délibérément artistiques. Nous avions obtenu un permis de camper en zone sauvage qui nous autorisait à nous installer loin des lieux habituels où se rassemblaient les autres familles. Et plus nous nous enfoncions, plus la nature devenait vierge et intacte. 3 heures après le début de notre randonnée, Marcus a repéré quelque chose qui allait changer nos vies pour toujours. Une série d'empreintes dans la terre, meubles près d'un ruisseau, qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu en 20 ans d'expérience de la nature. Elles étaient énormes, facilement 2 fois plus grandes que mes propres empreintes de pas, profondément enfoncées dans la boue d'une manière qui suggérait que ce qui les avait faites portait un poids immense. L'enjamber était impossible pour un être humain, chaque pas couvrant près d'1,50 m. Chaque empreinte mesurait environ 43 cm de long et 18 de large, avec ce qui semblait être des marques d'orteils distinctes, clairement visibles dans le sol mou. Les traces s'éloignaient du ruisseau et s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, disparaissant dans une partie des bois si dense que la canopée bloquait la majeure partie de la lumière de l'après-midi. Quelque chose de primal, au plus profond de moi, a hurlé au danger quand j'ai regardé ces traces. Ce n'étaient pas des empreintes d'ours, et j'en avais vu beaucoup au fil des années de camping dans ces montagnes. Elles ne provenaient d'aucun animal connu dans cette région. C'était tout autre chose. Quelque chose qui ne devrait pas exister, mais qui était clairement passé par là quelques heures seulement avant notre arrivée. Les bords des empreintes étaient encore nets et bien définis, indiquant qu'elles étaient fraîches, probablement faites le matin même. Je me suis agenouillé pour les examiner de plus près, passant mes doigts le long des profondes marques, tandis que mon esprit passait en revue toutes les explications possibles. Aucune ne collait. Rien n'avait de sens. Marcus et Michael étaient hypnotisés par la découverte. Leurs jeunes esprits interprétaient les traces mystérieuses comme une énigme passionnante à résoudre, plutôt que comme un avertissement de fuir. Ils tournaient autour des empreintes, tels de petits détectives, comparant leur taille à celle de leurs propres pieds, spéculant sur le type de créature qui aurait bien pu les faire. Marcus suggéra que c'était peut-être un ours marchant sur ses pattes arrière, tandis que Michael rétorqua qu'aucun ours ne pouvait avoir des orteils aussi longs ou une démarche aussi humaine. Avant que je puisse les arrêter, ils suivaient déjà la piste ensemble, me criant qu'ils voulaient voir où mener les traces. J'aurais dû les attraper sur le champ. J'aurais dû les soulever tous les deux, un sous chaque bras, et les ramener au pick-up sans un regard en arrière. Mais les garçons étaient déjà à 50 mètres, leurs petites silhouettes filant entre les arbres avec l'enthousiasme intrépide de l'enfance. Mon frère James, qui nous avait rejoints pour l'expédition, m'a encouragé à laisser les garçons explorer pendant que nous installions le campement. Ils avaient leur sifflet, m'a-t-il rappelé. Ils savaient qu'il fallait siffler 3 fois s'ils avaient peur ou s'ils se perdaient. Et nous pouvions entendre leurs bavardages excités nous parvenir à travers les arbres, la preuve qu'ils allaient bien, qu'ils exploraient simplement comme on devrait permettre aux enfants d'explorer. En quelques minutes, Marcus et Michael avaient disparu de notre vue, happés par la forêt ancestrale qui me semblait soudain plus prédatrice qu'un terrain de jeu. Leurs voix se sont estompées à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les bois, suivant toujours ces traces impossibles qui menaient vers une partie de la forêt que je n'avais jamais explorée auparavant. Au début, nous avons supposé que les jumeaux étaient juste derrière le prochain bouquet d'arbres, concentrés sur une découverte fascinante qui avait capté leur attention. Mais ensuite, les réponses ont cessé. La forêt est tombée dans le silence, à l'exception du murmure du vent dans les feuilles d'automne. Nos appels à Marcus et Michael résonnaient à travers les arbres, devenant de plus en plus désespérés à chaque cri sans réponse. Quand nous avons finalement arrêté ce que nous faisions pour chercher activement les garçons, l'horrible prise de conscience nous a frappés avec la force d'un coup. Marcus et Michael étaient introuvables. Nous avons immédiatement commencé à suivre les empreintes des jumeaux dans le sol meuble de la forêt.
Leur piste était facile à suivre au début. 2 séries de petites empreintes de bottes distinctes s'enfonçant plus profondément dans la forêt, suivant les traces massives et inexplicables que nous avions découvertes plus tôt. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui défiait toute logique et toute raison. À environ 400 mètres de notre campement, les empreintes des jumeaux s'arrêtaient net, pas progressivement, comme s'ils avaient fait demi-tour ou changé de direction. Elles s'arrêtaient, les 2 séries d'empreintes se terminant exactement au même endroit, comme si les 2 garçons avaient été soulevés droit dans les airs, simultanément, et emportés. Les énormes traces continuaient sur une trentaine de mètres avant de disparaître dans une zone rocheuse où le sol était trop dur pour retenir des empreintes claires. C'était comme si la créature qui avait fait ces empreintes avait emmené Marcus et Michael avec elle. Nous avons cherché frénétiquement alors que l'obscurité tombait. Près de l'endroit où les traces des jumeaux s'étaient arrêtées, nous avons trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang, plus encore que le froid de novembre. Une étrange formation dans les feuilles mortes, un motif circulaire où les feuilles avaient été délibérément disposées en spirale. Le motif était trop parfait, trop manifestement artificiel pour être le résultat du vent ou de l'activité animale. 50 mètres plus loin, nous avons découvert un abri de fortune construit avec des branches d'arbres cassées. La structure était sophistiquée, bien trop avancée pour que des garçons de 7 ans effrayés l'aient construite. Les branches utilisées pour la construction étaient épaisses, certaines aussi larges que mon bras, et plusieurs avaient été cassées net en 2, un exploit qui aurait nécessité une force immense. Quoi que ce fût qui avait construit cet abri, il possédait à la fois une intelligence et une puissance physique bien au-delà des capacités humaines. La nouvelle de la disparition des jumeaux s'est répandue rapidement. En quelques heures, les équipes de recherche et de sauvetage s'étaient rassemblées, et à l'aube, des centaines de volontaires s'étaient joints à l'effort, formant des chaînes humaines qui ont ratissé chaque centimètre carré du terrain. Des hélicoptères équipés de technologies d'imagerie thermique ont balayé la zone depuis le ciel, mais les scans thermiques n'ont rien montré d'autre que les signatures des équipes de recherche elles-mêmes et la faune normale de la forêt. Les équipes de recherche et de sauvetage ont fait venir des chiens spécialement entraînés pour tenter de retrouver l'odeur des jumeaux. Mais lorsqu'ils ont été amenés dans la zone où les traces de Marcus et Michael avaient disparu, ils se sont comportés d'une manière que leur maître n'avait jamais vue auparavant. Au lieu de suivre une piste olfactive, les chiens sont devenus agités et craintifs. Plusieurs se sont mis à gémir et à reculer, la queue entre les jambes. D'autres ont commencé à hurler, non pas l'aboiement déterminé des chiens sur une piste, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la terreur ou du chagrin. Une maîtresse chien expérimentée a admis en privé qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. Les chiens détectaient clairement quelque chose dans cette zone, mais quoi que ce fût, cela inspirait la peur plutôt que l'instinct de chasse pour lequel ces animaux avaient été entraînés. 3 des chiens ont carrément refusé d'entrer dans la partie de la forêt où les traces des jumeaux prenaient fin, malgré les ordres répétés de leur maître. Pendant 9 jours, les recherches se sont poursuivies sans relâche. Mais malgré toute la technologie, tous les effectifs, toutes les prières, l'espoir et les recherches désespérées, Marcus et Michael restaient introuvables. C'était comme si la forêt les avait simplement avalés tout rond. Le 4e jour des recherches, des volontaires ont fait une autre découverte. D'autres séries d'empreintes massives ont été trouvées dans une zone boueuse, près d'un petit lac, à environ 1 kilomètre de l'endroit où les jumeaux avaient été vus pour la dernière fois. Ces empreintes étaient encore plus claires que celles que nous avions trouvées à l'origine. Un expert de la faune, appelé en renfort, a examiné les empreintes de manière approfondie et a déclaré qu'elles ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait vu en 30 ans de carrière. La profondeur des marques suggérait une créature pesant au moins 230 kilos, pourtant l'espacement indiquait un mouvement bipède.
L'expert était visiblement secoué par son analyse, et lorsqu'on lui a demandé une explication, il n'a pu que secouer la tête et admettre qu'il n'avait aucun cadre scientifique pour comprendre ce qui avait fait ces traces. Plus significatif encore, mêlées aux empreintes massives, se trouvaient des traces plus petites, qui ne pouvaient avoir été faites que par des enfants. 2 séries de petites empreintes de pas, marchant côte à côte, apparaissaient par intermittence le long de la piste, comme si les enfants avaient été autorisés à marcher seuls sur certaines portions avant d'être à nouveau portés. L'espacement de ces empreintes plus petites était normal, ni précipité, ni paniqué, suggérant que ceux qui les faisaient ne couraient pas ou ne fuyaient pas. Après 9 jours de recherches intensives, les autorités ont pris la décision déchirante de réduire l'opération. Les recherches officielles ont été suspendues, bien que l'affaire soit restée ouverte. Mais ma famille a refusé d'abandonner. Nous avons organisé nos propres groupes de recherche, retournant dans la forêt chaque week-end pendant des mois. Nous avons placardé des avis de recherche dans toute la région, offrant une récompense substantielle pour toute information. Ces avis de recherche jaunis et délavés sont encore accrochés aux arbres de la région, témoignage de notre refus de perdre espoir. Environ 6 semaines après la disparition des jumeaux, un chasseur a trouvé plusieurs objets qui ont relancé l'enquête. Un petit carnet appartenant à Michael a été découvert à plusieurs kilomètres de l'endroit où les garçons avaient été vus pour la dernière fois. Le carnet contenait plusieurs nouvelles pages remplies de dessins grossiers de grandes silhouettes, des formes humanoïdes avec de longs bras et des corps couverts de poils, se tenant près de 2 silhouettes plus petites qui ne pouvaient que représenter Michael et son frère. Les dessins étaient enfantins, mais indéniablement intentionnels, montrant des scènes qui semblaient dépeindre les garçons interagissant avec ces créatures massives. Près du carnet se trouvait la boussole de Marcus. Fait le plus important, il y avait des traces d'une sorte de matière organique sur les 2 objets, une substance qui a été analysée plus tard et s'est avérée contenir des protéines ne ressemblant à rien dans aucune base de données. La découverte de ces objets si loin de la zone de recherche initiale prouvait que les jumeaux avaient été transportés. Mais la question demeurait: par qui ou par quoi? La percée a eu lieu 7 ans plus tard, à l'automne 2008. Une chercheuse en faune sauvage avait installé un réseau de pièges photographiques dans toute la nature de l'Olympique. L'une de ses caméras, positionnée dans une zone reculée, a capturé des images qui allaient tout changer. La vidéo montrait une créature humanoïde massive marchant debout à travers la forêt. L'être mesurait au moins 2,40 m, était couvert d'un pelage brun-roux foncé, avec des bras qui descendaient au-delà de ses genoux et une carrure qui suggérait une force physique immense. Ses mouvements étaient fluides et naturels, non pas la démarche maladroite d'une personne en costume, mais le mouvement aisé d'une créature parfaitement adaptée à son environnement. Mais ce qui rendait la vidéo vraiment extraordinaire, c'était ce qui marchait à ses côtés. À côté de l'énorme créature, suivant son rythme avec une familiarité évidente, se trouvaient 2 silhouettes plus petites. Ils semblaient être des adolescents humains, leur visage partiellement masqué par l'angle de la caméra, mais leur langage corporel était clairement détendu et sans peur. Ils portaient ce qui ressemblait à des vêtements faits de main, une sorte de peau de bête façonnée en vêtements simples, mais par-dessus ces vêtements, on apercevait des morceaux de tissu rouge, la couleur indubitable des anoraks identiques que portaient Marcus et Michael. Les enfants marchaient librement à côté de la créature, ne montrant aucun signe de peur ou de contrainte. Leurs mouvements étaient assurés, leur posture détendue. À un moment de la vidéo, l'une des petites silhouettes a levé la main et a touché l'énorme main de la créature, un geste d'affection qui, en un instant, a fait chavirer mon cœur, un mélange de joie et de déchirement. Lorsque les images ont été améliorées, les détails sont devenus encore plus significatifs. Le tissu rouge était identique à celui utilisé pour les anoraks des jumeaux. Les proportions corporelles des petites silhouettes correspondaient à des garçons de 14 ans.
ce qui est exactement l'âge qu'auraient eu Marcus et Michael. Plus remarquable encore, la façon dont les deux petites silhouettes se déplaçaient l'une par rapport à l'autre montrait la synchronisation inimitable de vrais jumeaux. Pendant ces temps, j'avais évité la conclusion évidente. Mais les preuves étaient accablantes. Les empreintes de pas énormes correspondaient à des moulages connus de prétendues traces de Bigfoot. La construction sophistiquée de l'abri nécessitait une force et une intelligence au-delà des capacités humaines normales. La réaction effrayée des chiens de recherche entraînés suggérait qu'ils détectaient quelque chose qui déclenchait leurs instincts de survie les plus profonds. La matière organique trouvée sur le carnet de Michael contenait des protéines qui ne correspondaient à aucune espèce connue. Les dessins dans ce carnet montraient Michael tentant de documenter son expérience. Et maintenant, les images du piège photographique montrant ce qui ne pouvait être que mes fils, 7 ans plus âgés, mais indubitablement vivants, marchant en bonne intelligence aux côtés d'une créature qui ne devrait pas exister, mais qui existait de toute évidence. Je suis retourné dans ces bois chaque mois, après avoir reçu les images de la caméra, équipé de mes propres appareils et des connaissances que j'ai acquises sur ces créatures et leur schéma de comportement. Au cours de 7 années d'études intensives, j'ai appris à reconnaître les signes de leur présence. Des arbres tordus à des hauteurs qu'aucun humain ne pourrait atteindre, des formations de branchages qui semblent délibérément arrangées, des zones où les bruits normaux de la vie forestière deviennent anormalement silencieux. J'ai construit une cabane dans la forêt à 3 km de la clairière, où les images ont été capturées. C'est une structure simple, 4 murs, un toit et des fenêtres qui font face à l'étendue infinie d'arbres où mes fils ont élu domicile. J'y passe la plupart de mon temps maintenant, ayant démissionné de mon travail et vendu la maison où nous vivions. Mes économies me permettent de me consacrer entièrement à cette recherche, à cette veillée, que je maintiens dans l'espoir de revoir mes fils. 4 fois au cours des 7 dernières années, j'ai eu ce que je crois être des rencontres directes. La première n'était qu'un aperçu de quelque chose d'énorme se déplaçant à travers les arbres à une 60aine de mètres. La silhouette mesurait au moins 2,40 m, était couverte de poils sombres et marchait debout. Elle s'est arrêtée, s'est légèrement tournée, et je jurerais qu'elle m'a regardé droit dans les yeux un instant avant de disparaître dans les sous-bois. La deuxième rencontre a impliqué la découverte de traces fraîches près d'une de mes caméras, des empreintes apparues pendant la nuit. Les traces étaient accompagnées de 2 séries d'empreintes plus petites, de taille humaine, qui auraient pu appartenir à des adolescents. Ces empreintes plus petites montraient le même schéma de foulée synchronisée que j'avais observé sur la vidéo. Cette nuit-là, depuis mon campement à un demi-kilomètre de là, j'ai entendu des vocalisations qui n'étaient faites par aucun animal connu. Des appels profonds et résonnants qui semblaient venir de plusieurs directions à la fois. La troisième rencontre fut la plus significative. Je vérifiais une de mes caméras quand j'ai remarqué un mouvement dans ma vision périphérique. Je me suis tourné lentement, et là, à une 40aine de mètres, 2 silhouettes m'observaient depuis l'ombre d'un cèdre massif. Elles étaient de forme humaine, de taille adolescente, mais vêtues de vêtements que je ne reconnaissais pas. Elles se tenaient parfaitement immobiles, me regardant avec ce que j'ai interprété comme de la curiosité plutôt que de la peur. J'ai crié leurs noms, Marcus et Michael, et l'une des silhouettes a penché la tête dans un geste qui semblait presque être de la reconnaissance. Mais avant que je puisse m'approcher, quelque chose d'énorme a bougé dans l'ombre derrière elle, et les 2 silhouettes se sont retournées et se sont fondues dans la forêt. La 4e rencontre a eu lieu l'année dernière. Je marchais le long d'une crête quand je suis tombé sur une clairière qui montrait des signes évidents d'habitation. Il y avait des abris disposés en cercle autour d'une zone centrale. Au centre de la clairière, j'ai trouvé des objets qui m'ont coupé le souffle. 2 petites pierres, plates et lisses, disposées selon un motif que j'ai immédiatement reconnu. C'était un dessin que les jumeaux avaient inventé quand ils avaient 5 ans,
un symbole simple qu'ils utilisaient pour marquer les choses qui leur appartenaient. Personne d'autre au monde ne connaissait ce symbole. Je suis resté dans cette clairière pendant des heures, criant leur nom. La forêt est restée silencieuse, mais j'ai eu le sentiment indubitable d'être observé, évalué, et finalement jugé comme quelqu'un à qui l'on pouvait faire confiance pour ne pas causer de tort. Les preuves continuent de s'accumuler. Au printemps dernier, j'ai trouvé une structure que l'on ne pourrait décrire que comme un mémorial. Dans une petite clairière à environ 5 km de ma cabane, quelqu'un avait disposé des pierres selon un motif soigné autour de la base d'un cèdre massif. Parmi les pierres se trouvaient des objets qui m'ont fait retenir mon souffle. Une petite boussole, corrodée mais reconnaissable comme celle que j'avais donnée à Marcus. Des plumes disposées selon des motifs qui correspondaient à des dessins que les jumeaux avaient inventés, et gravés dans l'écorce de l'arbre, à une hauteur qui nécessiterait de tendre le bras bien au-dessus d'une tête humaine, se trouvaient 2 symboles qui ressemblaient remarquablement aux lettres M et M. La gravure était fraîche. Quelqu'un voulait que je trouve cet endroit, que je voie cette preuve que les jumeaux se souvenaient de leurs noms, de leurs identités. J'ai passé 3 jours sur ce site. La deuxième nuit, j'ai entendu du mouvement dans l'obscurité. J'ai crié leurs noms, leur ai dit que je n'étais pas là pour les emmener, que je voulais juste les voir. Les bruits de pas se sont arrêtés, puis j'ai entendu quelque chose qui a fait couler des larmes sur mon visage. 2 voix, jeunes et claires, parlant à l'unisson comme seuls des jumeaux peuvent le faire, prononçant un seul mot que je n'ai pas tout à fait réussi à distinguer. Les voix venaient de 20 mètres tout au plus, cachées dans l'obscurité. Le matin, j'ai trouvé la preuve que quelqu'un s'était approché de mon campement. Des empreintes, 2 séries de taille humaine et une série massive, menant à moins de 3 mètres de ma tente avant de se retirer. Près des empreintes se trouvait une petite offrande, un paquet de baies séchées enveloppées dans des feuilles. C'était un cadeau, une réponse à mes paroles, une communication qui signifiait « Je vous aime aussi » dans la langue qu'il parlait maintenant. J'ai pris une décision. Je m'installe de manière permanente dans cette cabane, consacrant ce qu'il me reste de vie à maintenir le contact avec mes fils et les créatures qui sont devenues leur famille. J'ai établi un schéma d'interaction, laissant des offrandes de nourriture et d'objets familiers au bord de la clairière. Les offrandes que je laisse disparaissent souvent en quelques jours, remplacées parfois par de petits présents. J'ai aussi laissé des notes, des messages simples, écrits sur du papier résistant à l'eau. Le mois dernier, j'ai trouvé une réponse. Gravée dans l'écorce d'un arbre près de l'endroit où j'avais laissé une de mes notes, se trouvait un dessin grossier mais indubitable de 3 silhouettes. 2 silhouettes plus petites, se tenant proches l'une de l'autre, et une silhouette plus grande, se tenant à l'écart. Au-dessus des 2 petites silhouettes était gravée une forme simple qui ressemblait à un cœur. Au-dessus de la grande silhouette seule était gravé un point d'interrogation. J'ai passé la semaine suivante à élaborer ma réponse. En utilisant la même technique, j'ai créé mon propre dessin. Mon dessin montrait la silhouette seule avec les bras tendus vers le duo, avec un cœur gravé au-dessus des 3 silhouettes réunies. J'ai ajouté des mots en grandes lettres simples. Je vous aime, je ne pars pas, je veux juste vous voir, en sécurité, heureux. Ok. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé leur réponse. Les 3 mêmes silhouettes, mais maintenant avec une ligne les reliant toutes les 3. Le cœur au-dessus des 3, comme je l'avais dessiné. Et sous le dessin, gravé soigneusement dans l'écorce d'une écriture que j'ai reconnue malgré 7 ans de changement, se trouvaient 2 mots, nous nous souvenons. Je me suis complètement effondré quand j'ai vu ces mots. Je suis tombé à genoux dans la forêt et j'ai sangloté comme je ne l'avais pas fait depuis le jour de leur disparition. Ils se souvenaient. Malgré tout, malgré 7 ans dans la nature avec des créatures qui ne devraient pas exister, mes fils se souvenaient de leur père. Ils se souvenaient d'avoir été aimés. À partir de leurs dessins et de leurs brefs mots gravés, j'ai reconstitué leur histoire. Ils ont été emmenés, mais pas comme des proies. Les créatures ont reconnu quelque chose en eux.
les ont vus suivre ces traces massives avec une curiosité intrépide et ont pris une décision qui a changé toutes nos vies. Les jumeaux ont été soignés, élevés aux côtés de ce que je ne peux décrire que comme des enfants Bigfoot, apprenant à survivre dans la nature profonde. Ils sont devenus partie intégrante d'une communauté qui existe au-delà de la connaissance humaine. J'en suis venu à comprendre que je ne les récupérerai peut-être jamais, du moins pas de la manière dont je l'espérais autrefois. Ce ne sont plus les garçons de 7 ans qui bondissaient à travers la forêt dans leurs anoraks rouges identiques. Ce sont maintenant de jeunes adultes, façonnés par des expériences que je ne peux imaginer. Mais j'ai aussi compris que je ne les ai pas vraiment perdus. Ils sont vivants, ils sont ensemble. Ils se souviennent de qui ils étaient et d'où ils venaient. Et ils ont trouvé un moyen de me faire savoir que l'amour que j'ai porté pendant toutes ces années les a atteints, au-delà de la frontière entre nos deux mondes. Marcus et Michael, où que vous soyez ce soir, dormant dans l'abri que votre nouvelle famille a construit, sachez que votre père pense à vous. Sachez que je ne suis qu'à quelques kilomètres, dans une cabane qui fait face à la forêt où vous avez élu domicile. Sachez que je n'arrêterai jamais de vous aimer, jamais d'espérer, jamais de croire que l'amour transcende toute frontière entre le civilisé et le sauvage. Les recherches continuent, la vérité attend dans l'ombre des arbres anciens, et l'amour d'un père reste plus fort que la peur de l'inconnu. Dormez bien, mes fils. Votre père est toujours là, votre père sera toujours là, et un jour, d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouverons. La forêt détient mes garçons, mais elle ne peut détenir mon amour. Je m'appelle Richard. J'ai perdu mes fils dans la nature sauvage, et je n'arrêterai jamais, jamais d'essayer de les retrouver.